Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Penda Invest, la chaîne qui t'éduque financièrement et je suis Penda, celle qui va t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ask, donc c'est le second Ask que je fais sur ma chaîne YouTube. Il y a 2 semaines de ça, je vous ai demandé de me poser plein de questions par rapport à tout et n'importe quoi, l'immobilier, mes investissements, l'expatriation, la fiscalité, l'enchaînement des prêts, etc. Et je vais y répondre dans cette vidéo. Donc on va traiter ensemble plein de sujets en l'espace de quelques secondes à chaque fois. L'objectif c'est que je puisse répondre à un maximum de vos questions, sachant que j'ai beaucoup de questions qui me sont souvent revenues. Première question qui m'a beaucoup été posée, ça a été de me présenter. Donc à ma grande surprise, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés en l'espace de quelques mois, ces derniers mois en l'occurrence. Donc je pense qu'effectivement une nouvelle petite présentation est nécessaire. Donc moi du coup c'est Penda, j'ai actuellement 22 ans et c'est vrai qu'on m'a aussi beaucoup demandé mon âge parce que certains sont restés à 19 ans alors que non, il s'est passé des années entre temps. Et aujourd'hui j'ai 22 ans. J'ai débuté l'immobilier en 2018, donc ça va bientôt faire 5 ans maintenant que je suis dans le secteur et dans le domaine, donc ça passe très vite. Je me souviens encore de mes débuts quand j'avais 19 ans, et peut-être que vous aussi vous vous en souvenez, mais c'est vrai que le temps passe très vite, et là je viens de me rendre compte, ça passe à une vitesse folle. Et pour ce qui est de mes investissements immobiliers, donc moi j'investis principalement donc dans l'immobilier en France, mais aussi en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. D'ailleurs des vidéos sur le sujet vont arriver je pense sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie de vous montrer le potentiel que peut avoir le Sénégal. Sinon, d'un point de vue plus personnel, eh bien, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis d'origine sénégalaise, aucune surprise. Question suivante, 18 ans, c'est tôt pour investir? Alors non, pas du tout, c'est pas tôt du tout. Je dirais même qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, que ce n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour le faire. Et plus tôt tu le feras, plus tôt tu me remercieras. Donc oui, lance-toi le plus rapidement possible. Si bien sûr tu es en capacité, mais surtout ne lâche jamais tes cours pour investir, parce que souvent on me pose la question de oui, j'hésite entre faire des études longues et arrêter et aller travailler pour investir et devenir rentier. Non, ne fais surtout pas ça. Continue tes études si c'est ce que tu aimes et si tu as un métier en tête. Et puis à côté de ça, lorsque tu seras arrivé à la fin de ton diplôme ou de ton cursus, trouve-toi un travail en CDI et investis. Ok? Pas de charrue avant les bœufs. Beaucoup font l'erreur de tout arrêter. Alors après, je sais pas si je suis forcément un très bon exemple, étant donné que moi j'ai arrêté les cours très rapidement aussi, mais c'est parce que j'avais aussi des ambitions qui étaient différentes que celles que pouvait m'apporter l'école. Ok? Donc il faut vraiment être clair avec ses ambitions et ses aspirations, et à partir de ce moment-là, on fait les bons choix. Ok? Mais si vous avez un métier en tête, que vous souhaitez faire un truc qui vous tient à cœur, que vous souhaitez être médecin ou que sais-je, continuez, allez jusqu'au bout, et puis à côté de ça, vous pourrez investir. Ok, il n'est jamais trop tard pour investir. Faut-il forcément un apport pour acheter un bien? Alors non, pas forcément. Maintenant, c'est vrai que il est de plus en plus compliqué, et pour être tout à fait transparente avec vous, de se faire financer à 110%. Aujourd'hui, vous avez peut-être 2 banques maxi, et ça c'est ce que j'ai pu voir avec mes élèves, 2 banques maxi qui font encore le 110%, et il faut vraiment avoir un dossier qui est top. Mais normalement, si vous suivez mes conseils, il n'y a aucune raison que votre dossier ne soit pas au top. Donc clairement, oui, c'est possible d'investir sans apport, mais c'est simplement plus compliqué. Voilà. As-tu déjà fait une erreur en termes d'investissement? Oui, clairement, et ça a d'ailleurs un lien avec mes travaux. Ça a été ma première entreprise donc de rénovation que j'ai choisie. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que cette entreprise-là est partie avant la fin du chantier avec mon argent, bien sûr, parce que j'avais choisi, si tu veux, d'une manière qui n'était pas la bonne, c'est-à-dire que je n'étais pas passée par de la recommandation, mais uniquement par des sites internet, etc., ce qui m'a valu beaucoup de problèmes et de tracas. Les critères les plus importants avant d'acheter, je pense que c'est 3 critères importants. Le premier, le cash flow. Est-ce que tu peux générer un cash flow avec? Second critère, est-ce que tu l'achètes en bas du marché? Et troisième critère, je dirais que c'est est-ce que c'est un bien qui est qualitatif, qui pourra prendre en valeur, ou comment est-ce que toi tu vas pouvoir créer de la valeur pour que justement à la revente tu puisses en avoir un petit peu pour ta pomme et du coup revendre ça un petit peu plus cher. Que penses-tu des appartements mis aux enchères? Alors les enchères, c'est un moyen
moyen qui peut être très intéressant d'investir dans l'IMO. Et d'ailleurs, dans la formation Get the Push, j'en parlais justement avec Erkan, donc d'Esprit Investisseur, qui est un pro des enchères, et qui pareil disait que les enchères sont simplement en réalité un moyen comme un autre d'investir dans l'immobilier, ok? Donc vous avez eh bien les petites annonces, vous avez les agents, vous avez les enchères, ok? Donc tout ça, ce sont des moyens pour investir et pour trouver un bien dans l'IMO. Et c'est vrai que les enchères, ça peut être intéressant, même voire très intéressant. Maintenant, attention, ok? C'est vraiment, d'ailleurs, quand vous irez aux enchères, vous verrez qu'il y a en général beaucoup d'habitués, ok? Il y a très peu alors, il peut y avoir parfois des particuliers qui viennent acheter comme ça leur résidence principale, qui font d'ailleurs foirer toutes les enchères, mais ça reste quand même un secteur et un domaine d'habitués, ok? Ce qui veut dire que les personnes qui y vont sont en général assez bien rodées, ok? En tout cas lors de l'enchère, donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'y connaître, et lorsque vous y allez pour la première fois pour un premier achat, soyez accompagné, ok? N'y allez jamais seul, n'y allez jamais sans réelle connaissance, parce qu'il y a tellement de frais cachés aux enchères, vous n'êtes pas prêt. Donc clairement, il faut être au courant de tout ça. Mais si vous êtes accompagné, clairement, il peut y avoir de très belles affaires bien pour les enchères, ok? Hey, je voulais savoir quelle banque conseilles-tu quand on veut se lancer à 20 ans? Alors lorsqu'on a 20 ans, on peut aller voir toutes les banques du monde, clairement, parce que forcément les banques, elles aiment les jeunes, elles aiment justement que vous soyez jeunes actifs, étudiants, parce que pour elles, ça va être un moyen de vous garder sur le très long terme, ok? Donc clairement, quand tu es jeune, tu peux aller voir toutes les banques du monde. Après, bien sûr, il y a certaines banques qui vont être plus axées entrepreneurs et investissement que d'autres, mais tu verras que tu auras vraiment le choix au niveau des banques, donc ne te prive pas, mais va vers des banques qui sont taxées investisseurs et entrepreneurs. Que penses-tu de Rouen pour un investissement locatif? Alors je pense que Rouen, c'est une très bonne ville, vraiment, j'ai quelques élèves qui ont investi là-bas, donc c'est une superbe ville pour l'investissement locatif. Maintenant, attention à ne pas acheter n'importe quoi à Rouen, parce que effectivement, il y a des biens qui sont intéressants, mais d'autres biens qui sont des biens que j'appelle des biens pièges. Donc faites attention vraiment à l'emplacement et soyez toujours stratégique et près de lieux d'intérêt. Est-ce risqué d'investir dans une ville à plus de 400 km pour un premier achat? Alors comme dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, ne vous fixez aucune limite, ok? Alors il est clair que c'est toujours plus simple d'investir près de chez soi, ok? Pour des raisons techniques, pour les visites, pour gérer les travaux, etc. Mais maintenant, honnêtement, il y a toujours des solutions, ok, pour gérer à distance. Donc si vous avez une bonne affaire qui est à 600 km, allez-y, ok? Parce que les bonnes affaires, eh bien, ça se trouve pas tous les jours, ça tombe pas dans le bec tous les jours. Donc si vous avez une bonne affaire qui est à 500-600 km, allez-y. Alors oui, ce sera plus compliqué au niveau de la gestion, mais au moins vous l'aurez fait, vous aurez investi. Donc aucune limite, bien sûr, on favorise si c'est un investissement qui est à 100-200 km, mais s'il est à 300, 400, 500, allez-y quand même, je m'en fous, prenez cette bonne affaire. Est-ce mieux de passer par un courtier ou prospecter soi-même auprès des banques? Pour être tout à fait honnête, si tu as une situation qui est convenable, qui est stable, qui est appréciable auprès des banques, vas-y toute seule. Maintenant, si tu as un profil qui est borderline, que tu n'as pas trop d'épargne, que tu as un loyer qui est élevé, qu'au niveau de l'endettement, tu es à plus de 33%, clairement, pourquoi pas aller voir un courtier, ok, qui pourra du coup t'amener vers les meilleures banques et les meilleures options. Mais maintenant, voilà, commence par y aller seul, ok? Teste, vois ce que ça donne. Tente justement cette expérience bancaire. Fais-toi tes propres expériences et ta propre idée des choses. Et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, va voir un courtier. Que penses-tu d'acheter un studio meublé sans travaux pour une jeune qui vient d'obtenir un CDI? Alors souvent, et je sais pas pourquoi, vous voulez toujours commencer par petit et acheter un studio. Alors je peux comprendre d'un point de vue de débutant que se dire que eh bien lorsqu'on va acheter quelque chose de petit, c'est bien pour débuter, pour commencer, mais c'est pas rentable en fait, c'est pas rentable. Et lorsqu'on est investisseur, ce qu'on veut faire, c'est de la rentabilité et du cash flow. Or, sur un studio que vous allez acheter, s'il n'est pas en location courte durée, il y a très peu de chances que le cash flow soit intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous avez le choix entre un studio et une grosse surface que vous allez pouvoir mettre en colocation, choisissez la grosse surface, ok? Le studio, c'est vraiment lorsqu'on a une bonne affaire ou que on a un cash flow intéressant, ou alors qu'on est sur un achat qui est patrimonial. Mais sinon, si vous êtes dans une vision de rentabilité, de cash flow, n'allez pas acheter un studio parce que c'est pas intéressant.
Voilà. Bonjour, comment vous rencontrer? Je souhaite me lancer dans l'immobilier, besoin de conseils. Alors, il faut savoir que prochainement, très prochainement, je pense que ce sera d'ici peut-être septembre-octobre, lorsque la situation va s'améliorer, on va en fait organiser des masterclass, ok, donc des masterclass en IMO, où on sera du coup pendant une journée en totale immersion dans ce monde justement de l'investissement IMO, donc ça pourra durer une journée ou deux. Et l'objectif du coup de cette journée ou deux sera de vous former justement à investir dans l'immobilier. Donc c'est pas encore au goût du jour, mais ça va bientôt arriver. De toute façon, vous serez tenu au courant sur mes réseaux sociaux. Est-ce possible de devenir rentier jeune? Alors c'est une bonne question parce que je voudrais aussi remettre les choses au clair par rapport à devenir rentier. Alors devenir rentier, c'est quoi? Déjà, devenir rentier, ça va être grossièrement remplacer son salaire. Donc si par exemple de base vous aviez un salaire à 1500 €, vous allez remplacer en fait votre salaire justement 2500 € par des rentes immobilières. Mais être rentier, c'est aussi en fait se demander combien d'argent, ok, je vais avoir besoin chaque mois pour vivre, ok, pour vivre, quel montant, ok, donc quel salaire pour moi sera suffisant pour vivre ma vie entre guillemets, ok. Donc moi à l'époque par exemple, si je prends mon exemple, je gagnais 1500 € et 1500 € me suffisaient largement pour vivre à l'époque, et donc forcément lorsque j'ai remplacé mon salaire, je suis devenue rentier IMO parce que ça me suffisait à l'époque pour justement vivre. Maintenant, si vous avez un salaire de 3000 € et que vous souhaitez devenir rentier en un an, ça va être impossible, ok? Je vous le dis, ça va être impossible, 3000 € en un an, à part si vous avez un très gros capital de base, c'est impossible, ok? C'est la raison pour laquelle, dites-vous que devenir rentier, c'est remplacer son salaire. Et chacun va le faire à son niveau, à son échelle, ok? Forcément, si vous avez un salaire de 1000, 1500, vous allez pouvoir assez rapidement, en fait, le remplacer par des rentes immobilières. Par contre, si vous êtes à 2500, 3000, 3500, ça va pas être fait en un an, ok? Vous n'allez pas devenir rentier IMO en un an. Ça va prendre plus de temps. Vous allez y arriver, mais ça va prendre plus de temps. Donc, faites aussi attention à ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous dis à chaque fois qu'il ne faut jamais se caler sur les objectifs des autres, ok? C'est pas parce que machin est devenu rentier en 6 mois que vous allez faire pareil. Parce que à partir du moment où vous allez vouloir faire les mêmes choses que les autres, vous allez être frustré parce que forcément, vous allez vous dire mais comment ça a marché pour lui et pas pour moi? Mais la vérité, c'est que vous avez peut-être une situation qui est complètement différente tous les deux. Donc, ayez vraiment vos objectifs à vous, ok, qui reflètent votre situation actuelle, ok, donc vos revenus, etc., avec bien sûr vos aspirations. Comment acheter quand on est entrepreneur? Alors c'est très compliqué lorsqu'on est entrepreneur d'acheter, c'est très très compliqué. La banque va regarder tes 2 à 3 dernières années de bilan, ok, donc tes revenus annuels que tu auras touchés sur 2 à 3 ans, ce qui veut dire que ces revenus-ci devront être un minimum régulier, ok, pour que la banque puisse te faire confiance. Donc c'est très compliqué lorsqu'on est entrepreneur. Après, la possibilité que tu peux avoir si tu es entrepreneur, c'est d'investir avec quelqu'un qui a un CDI et donc une situation stable, ok. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les étudiants ou les personnes qui sont au chômage ou les personnes qui n'ont pas de revenus stables, ou même les mineurs d'ailleurs, essayez d'investir avec une personne, donc ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un voisin, peu importe qui c'est. Investissez avec une personne qui a une situation stable, donc un CDI, des revenus plutôt intéressants, un bon mode de vie, ok, avec un petit peu d'épargne. Et puis voilà, investissez avec cette personne-ci, créez une SCI ou alors faites en sorte que cette personne puisse être garant de vous, même si la banque a toujours plus de mal à accepter les garants. À la rigueur, vous avez la SCI qui peut être vachement intéressante, ok, lorsque vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas, vous, dans votre individualité, investir seul. Alors, est-il mieux pour démarrer l'achat-revente ou la location? Alors, on a tous un profil investisseur différent, ok? Certains vont préférer le risque d'emblée et vont vouloir commencer par de l'achat-revente, les ventes aux enchères, etc. Et d'autres, plutôt comme moi, investisseurs plutôt passifs, ok, qui aiment la sérénité, et qui aiment bien dormir, eux vont du coup commencer par de la colocation. Donc maintenant, ça va vraiment dépendre de toi, de tes aspirations et ce que tu souhaites aussi. Parce que si tu commences par de l'achat-revente au départ, tu vas viser le cash, ok? Mais qui dit cash ne dit pas rente et revenu passif. Tu vas te générer une très grosse somme en un temps record, entre guillemets, ce qui est très bien. Par contre, derrière, tu n'auras pas forcément de revenus passifs qui vont tomber chaque mois. Or, moi, j'ai préféré débuter
éviter avant l'achat-revente de commencer par des colocations, donc des locations, des choses qui pourraient me permettre d'avoir des revenus réguliers et passifs chaque mois. Et puis lorsque j'ai eu en fait suffisamment de revenus réguliers, donc mensuellement grâce à mes colocations, et bien là en fait j'ai pu avoir justement la tranquillité d'esprit de pouvoir me lancer sur des opérations plus compliquées qui vont nécessiter plus de temps et surtout qui sont plus risquées, ok? Parce que le risque est tellement, je dirais pas forcément qu'il est tellement gros sur l'achat-revente, mais il y a quand même un plus gros risque que pour de la location. Et c'est la raison pour laquelle moi personnellement je commence toujours avec le moins de risques possible et puis en avançant en fait dans mes investissements, j'augmente les risques, ok? Mais parce que de base, j'ai une base en fait qui est assez solide pour me permettre de prendre des risques. Quelle est la plus grande peur de la majorité de tes coachés? Arrive-t-il à la surmonter? Alors la plus grosse peur de mes élèves, ça va surtout être que le bien ne se loue pas. C'est vraiment la plus grosse des peurs en général, qui est vite surmontée parce que le bien est rapidement loué. Mais c'est vrai que c'est une peur qui peut être légitime. Et ce qui est bien en fait avec l'immobilier, c'est que on peut tout anticiper de A à Z. C'est-à-dire que même avant de vous implanter dans une ville, même avant d'acheter un bien, vous pouvez savoir si oui ou non votre bien va se louer et si vous allez même pouvoir le revendre plus cher. Ok? Donc c'est ça qui est assez dingue avec l'IMO, c'est que tout peut être anticipé. Ok? Alors bien sûr, il y a quelques petites choses qui parfois peuvent pas être anticipées, mais dans les grandes lignes, la location, elle peut complètement être anticipée. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est une peur qui est vite surmontée. Comment sens-tu le marché immobilier pour 2021, crise, etc. Alors moi, j'aime pas trop faire de la spéculation parce que pour le moment, toutes les spéculations qui ont été faites depuis le début du premier confinement se sont avérées fausses. Je dirais même qu'il est plutôt en bonne santé et que dans tous les cas, lorsque vous avez un marché qui fonctionne, qui est en bonne santé, lancez-vous. Okay? N'attendez pas de voir ce qui va se passer après parce que vous allez perdre des opportunités et encore une fois, il n'y a aucun mauvais timing pour investir dans l'immobilier, ok? Vous investissez dans de la pierre. À partir du moment où votre achat est bien fait, qu'il est bien acheté dans une bonne ville, bien négocié, etc., vous ne ferez jamais de mauvaises affaires, ok? Donc, il est toujours le moment d'acheter. Le marché, actuellement, il est en bonne santé. Les banques prêtent encore. Elles prêtent encore à des taux intéressants. Donc, allez-y. Comment choisir au mieux son régime fiscal quand on débute? Alors, lorsqu'on débute, moi, je vous conseille toujours de faire de la location meublée. Parce que en tout cas le LMNP est un des régimes qui pour le moment aujourd'hui, ok, parce que ça évolue aussi rapidement, mais pour le moment où on se parle, c'est vraiment un des régimes qui est le plus intéressant, ok. Maintenant à voir dans les mois à venir, mais aujourd'hui à l'heure où on se parle, c'est un des régimes les plus intéressants. Donc commencez par du meublé, ok, allez vers du LMNP et vous allez voir que pendant plusieurs années vous allez être plutôt bien au niveau de la fiscalité, plutôt que de louer directement en nu où là il n'y aura pas forcément que des avantages. Se lancer seul ou trouver un associé et comment en trouver un. Alors, moi, je vous conseille à chaque fois de vous lancer seul au départ parce que se lancer à deux, c'est bien, c'est un accélérateur, mais pour commencer, non. Commencez seul, prenez vos propres risques, prenez en main votre propre investissement parce que investir à deux, ça aussi ses points négatifs, ok? Forcément, quand on est deux, on a tous les deux une façon différente de voir les choses. On va peut-être pas forcément gérer le projet de la même puissance, de la même manière, donc ça peut aussi créer des frictions parfois. Investir à deux, c'est bien quand on n'a pas le choix et qu'on veut avancer plus rapidement. Maintenant, pour un premier achat, si vous avez le choix, investissez seul. Vraiment, vous allez me remercier. La réaction de tes parents lorsque tu leur as fait part de ton projet et ton arrêt d'études supérieures. Alors, plutôt choquée, même très choquée. Alors ma mère pas trop parce que ma mère elle a toujours su que j'étais un petit peu différente de mes frères et sœurs donc elle était pas si choquée que ça mais de l'autre elle s'est toujours, enfin elle avait espoir quoi que j'aille un petit peu plus loin dans mes études. Mais bon au final aujourd'hui elle est bien contente que j'ai arrêté, je vous le dis. Que penses-tu de la sous-location? Alors la sous-location pour moi c'est pas un business model qui est sûr et fiable. Alors je comprends que aujourd'hui lorsqu'on ne veut pas faire de crédit IMO, on est forcé, en tout cas lorsqu'on veut mettre un pied dans la pierre,
faire de la sous-location, ok? Donc c'est une alternative pour les personnes qui ne veulent pas faire de crédit IMO. Mais maintenant, ce qui est dommage avec cette pratique-ci, c'est que sur le long terme, il n'y a aucun gain au niveau du patrimoine. Certes, vous allez avoir du cash flow sur le court et le moyen terme, peut-être, enfin plus sur le court terme. Et puis après, il va plus rien se passer, quoi. Alors que moi, lorsque j'investis, je le fais toujours sur une démarche qui est patrimoniale. Et donc je me dis que dans 10, 15, 20 ans, tout ce que j'aurais fait aujourd'hui aura un impact. Alors que sur de la sous-location, tout ce que vous faites à l'instant T n'aura aucun impact dans 5, 10, 15 ans. Et aujourd'hui, d'un point de vue même personnel, tout ce que je fais, j'ai envie de me dire que ça aura un impact dans 10, 15, 20 ans et que ce ne sera pas 20 en fait. Alors oui, ça peut être une solution pour les personnes qui veulent investir mais qui ne veulent pas faire de crédit. En plus de ça, je trouve que la sous-location pour le coup regroupe littéralement tous les points négatifs de l'investissement IMO, c'est-à-dire être en contact direct avec les locataires et les propriétaires. C'est-à-dire que vous êtes l'entre-deux, entre les deux parties les plus chiantes qui puissent exister dans l'IMO. Pourquoi ne t'expatries-tu pas? Alors, on m'a beaucoup posé cette question aussi, et c'est vrai que je ne le fais pas pour des raisons qui sont plus sentimentale et émotionnelle vis-à-vis de ma famille, de mes amis qui sont ici. Ma vie est en France en fait. Donc c'est vrai que je ne peux pas pour le moment m'expatrier, même s'il y a énormément d'avantages fiscaux à le faire. Et je suis certaine que je perds même en réalité à être en France niveau fiscalité, mais j'ai quand même cette attache familiale, amicale, mais je reste quand même certaine que je vais m'expatrier. Non pas maintenant, ce ne sera pas en Europe ni dans les pays du Golfe, mais je pense que si je dois m'expatrier, ce sera au Sénégal parce que pour moi, c'est le pays qui regroupe les plus d'avantages, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau même de la fiscalité, que ce soit au niveau de ma famille, de mes attaches. C'est vraiment le pays où je pense pouvoir être encore à ma place. Pourquoi as-tu acheté une Rolex? Alors, j'ai acheté ma première Rolex, c'était pour me féliciter. En fait, c'était un cadeau que je me suis offert. Je me suis toujours dit que lorsque j'arriverais à un certain stade de patrimoine, eh bien, je me ferais un petit cadeau. Et donc, eh bien, c'est le premier cadeau que je me suis fait parce que j'avais atteint mon premier palier. Et donc, voilà, c'est une montre que j'aime bien, que j'ai pas portée aujourd'hui, mais que j'aime bien. Ça a été mon premier investissement de luxe. J'en suis très fière parce que ça a été un très bon investissement que j'ai fait. C'est une montre qui en termes de rentabilité est plutôt pas mal, donc j'en suis très contente et très fière pour un premier investissement de luxe. Toulouse, rentable pour un premier investissement. Oui, Toulouse, intéressant pour un premier investissement. Comment faire pour enchaîner les investissements? Alors, beaucoup de critères à prendre en compte pour l'enchaînement des investissements. Première chose, est-ce que vos loyers tombent en temps et en heure chaque mois? Ok. Depuis combien de temps il tombe? Est-ce que vous avez du cash, de l'épargne en banque? Ok. De combien est votre premier crédit et surtout de combien sont vos revenus? Ok. En fonction de tous ces critères-là, la banque va juger s'il est bon ou pas de vous reprêter et ce dans l'instant T ou pas. Ok, mais veillez toujours à avoir vos premiers loyers qui tombent en temps et en heure, ok? Pas de tracas, pas de litige, ça tombe tous les mois sans problème et la banque pourra accepter ensuite, un peu plus tard, de vous reprêter pour un second achat. Si bien sûr, vous continuez toujours à épargner, ok? Cash is king. On continue encore à épargner encore et encore de façon complètement constante. Acheter un bien pour le diviser et vivre dans l'un des lots en résidence principale, un bon plan selon toi? Oui, clairement, ça peut être une bonne idée, ça peut vraiment rassurer la banque et bien de savoir que vous allez y habiter et donc ça peut potentiellement jouer en votre faveur. Comme vous le savez, il est en général plus simple pour la banque de financer une résidence principale que du locatif, donc c'est la raison pour laquelle si vous y habitez un petit peu et bien dans un des lots, forcément il va être plus en confiance de vous prêter. Est-ce que tu as aussi des conseils concernant la Belgique? Alors j'ai beaucoup de Belges qui me suivent et je me sens à chaque fois désolée parce que c'est vrai que mes conseils eh bien sont surtout pour les Français, mais en Belgique honnêtement mes conseils peuvent tout aussi fonctionner simplement que pour la partie bancaire et fiscalité. Là c'est différent, ok? Mais honnêtement, je pense à vous les Belges et peut-être que je vais vous préparer quelque chose pour justement que vous aussi, vous puissiez avoir les meilleurs conseils pour investir dans votre pays. Le mieux entre un investissement locatif ou achat bien en perso, encore une fois, ça va dépendre de vous. Moi, je vous conseille à chaque fois de débuter par du locatif parce que
Pour racheter un bien locatif après sa résidence principale, ça peut être compliqué. Ok, forcément, vous allez exploser votre capacité d'endettement, ce qui veut dire que la banque va être parfois plus frileuse et parfois pas. Attention, ça va aussi dépendre des banques. Certaines banques vont vous pousser à acheter votre résidence principale en premier alors que d'autres non, pas du tout. Donc moi, je conseille pas forcément de commencer par de la RP parce que pour moi, c'est plus compliqué d'acheter ensuite une résidence locative. Et puis surtout, si vous êtes jeune et que vous êtes dans la vingtaine, acheter une résidence principale, c'est pour moi un choix qui doit vraiment être réfléchi parce que quand on est jeune, dans la vingtaine et même dans la trentaine, on va souvent bouger, on va avoir une situation qui va aussi évoluer, on va peut-être aussi voyager, changer de ville, se fiancer, se marier, enfin voilà, il y a tellement de choses qui font que acheter une résidence principale, donc un pied-à-terre dans sa vingtaine, pour moi, c'est un choix qui vraiment doit être réfléchi, re-réfléchi et encore réfléchi, ok? Dites-vous qu'on bouge beaucoup dans la vingtaine, donc voilà, faites attention à ça, privilégiez, en tout cas c'est mon conseil personnel que je vous donne, eh bien privilégiez les revenus passifs, donc achetez des actifs qui vous rapportent des revenus passifs, mais pour la résidence principale, c'est une dette que vous allez avoir, ok? Pour le coup, ça se paye de votre poche à vous, donc réfléchissez bien avant de vous lancer sur un projet comme celui-ci. Et voilà pour ce petit ask, j'espère qu'il t'aura plu, moi je trouve ça assez sympa, assez voilà, du tac au tac de répondre comme ça aux questions, de répondre à plein de questions et d'interrogations en un temps hyper speed, donc voilà, moi ça m'a plu. N'hésitez pas du coup eh bien, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter pour me supporter et supporter la chaîne. Merci d'ailleurs pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tout ce que vous me donnez. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, donc merci à vous. Et puis, on se dit du coup à dimanche prochain pour la prochaine vidéo qui traitera encore une fois de ce que vous aimez. Et puis, à très vite.